à toutes et à tous et bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. La situation a beaucoup évolué depuis le 11e tour de négociation qui a eu lieu début mai et aujourd'hui, nous allons analyser cette situation avec notre invité. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Ding Yifan. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bienvenue dans notre mission. D'abord, je pense qu'il est nécessaire de passer en revue très brièvement de ce qui s'est passé depuis le 11e tour de négociation. Il y a eu d'abord l'annonce de l'augmentation de droits de douane sur les produits chinois. Et puis, on a vu que les États-Unis ont pris des mesures par des exécutions, l'ordre exécutif, des mesures contre les entreprises chinoises, notamment Huawei, qui est très à l'avance dans la technologie de 5G. Et je constate que vous avez prévenu en quelque sorte cette arrivée de ces mesures contre les entreprises chinoises dans la dernière interview. Donc ce n'est pas une surprise pour vous alors? Non, ce n'est pas une surprise parce que dès le départ, ceux qui entourent le président Trump avaient annoncé, en particulier son ancien chef stratégiste Steve Bannon. Steve Bannon avait annoncé que finalement cette guerre commerciale avait visé non seulement le rééquilibrage du commerce bilatéral entre la Chine et les États-Unis, au contraire, il vise à détruire les secteurs de technologie avancée ou le plan de développement technologique de Chine qualifié de Made in China 2025. Donc il y avait une intention de la part de ces néoconservateurs américains de détruire le secteur technologique de Chine. On voit que les mesures contre Huawei, il y a deux parties. Il y a une partie, c'est d'interdire les entreprises américaines d'acheter Huawei et d'autre partie, c'est d'interdire l'exportation des produits intermédiaires aux entreprises. Et on voit que le fondateur de Huawei, Zheng Zhengfei, s'est exprimé devant les médias. On va écouter un extrait de son intervention avant de poursuivre notre discussion. Le 15 mai, le département du commerce des États-Unis a placé Huawei et ses filiales sur la liste des entités interdisant aux entreprises américaines de vendre des produits technologiques à Huawei. Le 20 mai, le gouvernement américain a accordé un sursis de 90 jours à Huawei concernant cette interdiction. Le fondateur de Huawei, Zheng Zhengfei, a accordé une interview aux médias chinois à Shenzhen le 21 mai. Les États-Unis ont accordé un sursis de 90 jours à Huawei. Autrement dit, Huawei a une licence générale temporaire de 90 jours. Comment voyez-vous ces 90 jours? Que pouvez-vous faire en 90 jours? Je profite d'abord de cette occasion pour dire que nous remercions sincèrement les entreprises américaines qui, pendant 30 ans, ont accompagné le développement de notre entreprise et y ont énormément contribué. Tout le monde le sait, la plupart des partenaires de Huawei sont américains. IBM, Accenture et quelques dizaines d'autres. Ensuite, les fournisseurs de composants américains nous ont apporté énormément de soutien pendant toutes ces années, et notamment dans la période de crise que nous traversons aujourd'hui. C'est la droiture et le sérieux des entreprises américaines. Elles ont tenté de convaincre le gouvernement de ne pas prendre ces sanctions. Nous avons été mis sur la liste noire et les entreprises américaines doivent maintenant obtenir obligatoirement une autorisation pour commercer avec Huawei. Les États-Unis sont un État de droit. Les entreprises ne peuvent pas ne pas respecter la loi. L'économie réelle doit respecter la loi. Les médias doivent comprendre que les entreprises américaines et Huawei ont un destin commun. Nous sommes tous des acteurs économiques. Le gouvernement américain a peut-être sous-estimé nos capacités. Nous avons certains produits pour lesquels nous n'avons pas de roue de secours. Ces produits-là seront affectés, mais ils étaient de toute façon voués à être remplacés. Mais le domaine des technologies avancées ne sera pas affecté. La 5G ne sera pas affectée et nos concurrents ne pourront pas nous rattraper en 2 ou 3 ans. Tout le monde attendait la réaction de Huawei sur les mesures restrictives imposées par les États-Unis. Son fondateur, Zheng Zhengfei, est resté très optimiste. Quand les gens ont su que j'allais vous interviewer, ils ont tous espéré que je vous pose cette question. Huawei vit-il le moment le plus difficile et le plus dangereux de son existence?
Avant que l'affaire Meng Wanzhou n'éclate, l'entreprise était déjà face à la chose la plus dangereuse qui soit, la paresse. Quand on a de l'argent, on ne respecte plus rien. Aujourd'hui, l'entreprise est très dynamique et sa puissance s'accroît de jour en jour. Comment serait-elle en train de vivre le pire moment de son histoire? C'est plutôt au contraire le meilleur moment de son existence. Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis pourraient durer encore longtemps. Comment envisagez-vous l'avenir? Nous nous sommes préparés à une longue guerre qui deviendra de plus en plus violente avec le temps, et notamment durant la phase de remplacement des produits. Certains se demandent si l'on ne va pas se retrouver avec deux 5G aux normes différentes. Je pense que ce ne sera pas le cas. Nous avons eu beaucoup de mal à unifier les normes pour le cloud mondial. Des normes différentes signifieraient deux clouds, ce serait très difficile. Quelle attitude souhaitez-vous que le peuple adopte envers une entreprise comme Huawei? Aucune. Que le peuple fasse ce qu'il doit faire, qu'il continue à cultiver les terres. Produire une pomme de terre de plus est une contribution au pays. Parler dans le vent n'apporte rien. Alors, quels commentaires faites-vous sur la réaction de Huawei et sur les mesures prises par le gouvernement américain contre cette entreprise? En fait, je pense que le discours fait par Ren Zhengfei à l'attention des médias, non seulement des médias chinois, mais aussi des médias internationaux, est un discours très modéré, mais bien soutenu. Il a exprimé la volonté de Huawei de continuer en dépit de toutes ces sanctions, de toutes toutes ces sanctions et de toutes ces mesures prises à l'encontre de Huawei. En fait, Ren Zhengfei n'a pas beaucoup de confiance aux États-Unis. Donc, en dépit de ses clients, etc., Huawei avait pris des précautions pour se prémunir justement contre ce genre de risque. Il pense qu'un jour ou l'autre, les risques viendraient du gouvernement américain, non pas de ces entreprises américaines, parce que Huawei est une entreprise qui a des partenaires un peu partout dans le monde. Huawei a des partenaires de coopération aux États-Unis. Une dizaine d'entreprises américaines sont des fournisseurs des pièces détachées de Huawei. Donc ils sont en étroite coopération avec Huawei. D'ailleurs, depuis que le gouvernement Trump a exprimé l'intention d'arrêter ou donner l'ordre, donner une directive interdisant l'exportation des produits des entreprises américaines vers Huawei, les entreprises, parce qu'il y a toujours un délai entre l'application de cette directive et donc une fois la directive a été annoncée et la mise en application de la directive, il y a encore un décalage. Pendant ce décalage, pendant ces derniers jours, parce que la directive n'est pas encore mise en application. Donc pendant ces derniers jours, les entreprises américaines travaillent jour et nuit pour fournir le plus de pièces de rechange que possible à Huawei. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre la vision des entreprises et les politiciens. Non, il y a un décalage entre la mise en application et la directive émise par l'administration Trump. Mais je voudrais dire, ça veut dire que les entreprises, finalement, ont des intérêts avec Huawei et les entreprises ne veulent pas participer aux sanctions du gouvernement américain contre Huawei. Mais pour le moment, elles sont obligées. Alors, parce que les entreprises sont conscientes. Elles comprennent que finalement, les sanctions sont contre-productives. À la longue, les sanctions prises unilatéralement par le gouvernement américain sont contre les intérêts des entreprises américaines. Parce que ça va forcer les entreprises chinoises à remplacer les entreprises américaines un jour ou l'autre. À court terme, à très court terme, Huawei peut souffrir un peu de cette coupure de fourniture de la part des entreprises américaines, mais à moyen terme,
les entreprises chinoises vont essayer d'inventer et de fabriquer les mêmes pièces ou des pièces similaires. Et à ce moment-là, non seulement les entreprises américaines vont perdre le marché chinois qui est le plus grand du monde, mais aussi d'avoir des concurrents redoutables dans l'avenir. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt des entreprises américaines. Donc, c'est vrai que Ren Zhengfei a dit qu'il ne faut pas s'en prendre aux entreprises américaines et il faut plutôt penser aux politiciens américains qui ont fait cette décision. C'est ça. C'est pour ça que Ren Zhengfei, à plusieurs reprises, a exprimé la volonté de partager le fruit du développement de Huawei avec tout le monde. Parce que Huawei est une très grande entreprise, Huawei fait énorme profit tous les ans, etc. Les profits augmentent à peu près à moyenne de 20% tous les ans. Donc, si jamais une coupure de fourniture des pièces détachées à Huawei arrive, eh bien, Huawei sera obligé de tourner vers d'autres clients, vers d'entreprises chinoises, mais aussi vers d'entreprises européennes ou japonaises ou coréennes, etc., pour remplacer les entreprises américaines. Donc, dans ce cas-là, je pense que les entreprises américaines comprennent l'enjeu. En plus, je pense que Ren Zhengfei s'est montré très, comment dire, indulgent. Il dit même que mes enfants ils utilisent aussi des portables Apple. C'est ça. Donc, d'un certain point de vue, Ren Zhengfei n'est pas ce qu'on appelle un nationaliste à outrance, etc. Ren Zhengfei est très modéré. Il dit que même parmi les membres de ma famille, il y en a qui utilisent des appareils Apple, iPhone, qui utilisent d'autres marques, etc. Mais c'est une famille très internationalisée. En fait, on voit que avant le 11e tour de négociation, pourtant, on voit que l'ambiance était plutôt à l'optimisme. Beaucoup de gens se disent que peut-être on va arriver à un accord. Donc, comment voyez-vous ce changement brutal un peu dans la situation? En fait, le président Trump est entre deux forces. Il y a des forces, c'est-à-dire les néoconservateurs qui entourent le président Trump, lui raconte des tas de choses sur le danger chinois, sur la menace que la Chine pourrait faire peser sur les États-Unis. Mais d'un autre côté, vous avez aussi des représentants, ce qu'on appelle des globalistes. Ce sont des représentants plus ou moins des grands groupes qui ont des intérêts énormes en Chine. Le représentant de ce groupe-là est visiblement le ministre de Finances, secrétaire de Trésorerie, Mnuchin. C'est pour ça que chaque fois, quand Mnuchin est dans une position plus ou moins importante, donc les négociations tentent à se... Les deux parties tentent à se rapprocher. C'est ça, à trouver modus vivendi, à trouver un terrain d'entente, etc., etc. Et on annonce souvent des résultats plutôt positifs de négociation. Mais lorsque par exemple, Lighthizer ou Navarro, those people, ces gens-là sont d'en avant ou plutôt ils l'emportent sur Mnuchin. Ils exercent une influence énorme sur le président Trump et à ce moment-là, les négociations sont tombées dans l'impasse. C'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un accord dans la partie américaine même, et donc ça... En fait, le gouvernement Trump est profondément divisé pour le moment. Profondément divisé avec une partie de personnes disciples de ce qu'on appelle le néoconservatisme, ils sont persuadés que la guerre commerciale serait un instrument idéal pour renverser, en fait, d'une certaine manière, pour complètement détruire l'avantage des entreprises chinoises dans le domaine technologique,
enfin, pour détruire l'économie chinoise, enfin renforcer le gouvernement chinois. D'une certaine manière, c'est en fait, ces néoconservateurs étaient des initiateurs de toutes sortes de révolutions de couleurs pour renverser, pour promouvoir le changement de régime politique dans beaucoup de pays. Mais vis-à-vis de la Chine, comme ils n'arrivent pas à utiliser des moyens plus ou moins modérés, c'est-à-dire des révolutions de couleurs, etc., ils sont très déçus. Cette fois-ci, ils veulent faire appliquer le même principe avec des méthodes cette fois-ci plus rudes. Donc, selon vous, les mesures contre Huawei n'est pas quelque chose qu'il veut peser sur les négociations, mais en fait c'est quelque chose qui est peut-être considéré comme une guerre technologique même, visant à détruire... Cela dépend, parce que le président Trump voulait impliquer tout cela ensemble dans les négociations commerciales avec la Chine. C'est pour ça que ce matin, il a envoyé encore des messages par tweet, disant que finalement, oui, on peut considérer le cas de Huawei dans la négociation commerciale. Mais en fait, je ne pense pas que finalement, tout cela serait uniquement décidé par le président Trump. Parce que les gens comme Bannon, les gens comme Navarro, considèrent que finalement la priorité technologique des entreprises chinoises est inacceptable. Donc, il veut faire en sorte que les entreprises américaines travaillent avec le gouvernement, même si les entreprises américaines doivent s'ouvrir, ils disent que les sacrifices sont nécessaires quelquefois, les sacrifices des entreprises américaines sont quelquefois nécessaires pour aboutir à leur objectif. Leur objectif est, prétend-il, stratégique. Pour arriver à ces objectifs stratégiques, ils forcent les entreprises américaines à faire des sacrifices. C'est ça, la réalité, c'est ça la logique. C'est pour ça que la guerre ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, non. Ça va se prolonger pendant un certain temps, j'en suis sûr. Alors, quand on voit un peu les réactions de la partie chinoise, on voit que le vice-premier ministre Liu He a déclaré après le 11e tour que, pour être franc, il existe toujours des divergences qui sont des questions de principe majeures et nous ne faisons pas des concessions sur les questions de principe. Donc, quels sont selon vous les principes auxquels il fait référence? Ah oui, mais ce sont les articles de négociation. Il paraît que les négociateurs américains demandent à la partie chinoise de modifier des lois, ou de modifier les lois, ou d'inscrire un certain nombre de conditionnalités dans les lois chinoises. C'est inacceptable. Ce sont des principes, c'est inacceptable. Bien sûr, donc le vice-premier ministre Liu He a réagi très fermement à ce genre de commentaires, à ce genre de demandes, etc. C'est hors de question. Donc le gouvernement chinois ne serait jamais prêt à négocier sur ce genre de termes. Et on voit aussi un autre point, c'est que selon le porte-parole du ministère du Commerce, la Chine a 3 préoccupations fondamentales à prendre en compte. D'abord, c'est supprimer tous les tarifs douaniers supplémentaires et parvenir à un montant des achats réalistes et améliorer l'équilibre du libellé du texte. Et il insiste beaucoup sur la crédibilité des négociations. En fait, pensez-vous que la crédibilité est quelque chose d'essentiel à prendre en compte? Parce que pour les négociateurs chinois, la délégation américaine est très volatile. On peut plus leur faire confiance parce que chaque fois, quand on arrive pratiquement à une conclusion, lorsque la délégation retourne à Washington, et du jour au lendemain, ils changent d'attitude. Ils demandent à nouveau à négocier un certain nombre de choses, ou ils menacent de relever le droit de douane. Dans le cas du 11e tour de négociation, on devait négocier un résultat positif, c'est-à-dire supprimer les anciennes taxes, etc., pour arriver au niveau normal, avant la guerre commerciale. Mais en fait,
Après, il y a retour à l'augmentation Washington, de... le président Trump a annoncé qu'il allait relever le taux de douane jusqu'à 25%. Au lieu de supprimer le 10% de taxes imposées déjà sur l'exportation chinoise, il veut rehausser la taxe jusqu'à 25%. Donc, ce qui montre qu'ils ne sont pas du tout sincères. Et qu'on ne peut plus faire confiance à la délégation américaine pour la poursuite de négociations. C'est pour ça que maintenant, la négociation est en fait dans l'impasse. Le président Trump disait qu'il allait envoyer à nouveau une délégation américaine à Pékin pour continuer la négociation. Mais jusqu'à maintenant, la réponse du gouvernement chinois est qu'on accueille toutes sortes d'initiatives pour la négociation, mais il faudrait être sincère. Et donc, il faut montrer votre crédibilité. Oui, en effet, on voit que la Chine a insisté plusieurs fois, non seulement le porte-parole du ministère du Commerce, mais aussi des Affaires étrangères. Ils ont insisté beaucoup sur le respect. Tous les pays doivent être respectés et l'accord doit être égal et mutuellement avantageux. Mais on voit déjà que le président américain a déclaré sur Fox News ouvertement que aucun accord ne peut être totalement égal entre les deux pays et qu'un accord doit être plus en faveur des États-Unis dans le cas de la Chine. Donc, pensez-vous que cette différence que pensez-vous de cette différence dans les visions? Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, il ne cesse de dire que son intention, c'est de rendre l'Amérique grande de nouveau. Alors, c'est dans cette optique qu'il négocie avec tout le monde, non seulement avec la Chine, mais avec le Japon, avec l'Union européenne, avec le Canada et le Mexique. Il veut toujours l'emporter sur la négociation, donc il veut gagner des avantages pour les États-Unis. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on peut espérer très peu du résultat de négociations. Parce qu'il oublie souvent parce que les gens comme Navarro, Lighthizer, Trump, etc., ce sont des gens des années 1980. Ils vivent dans le passé, ils vivent dans leur temps. Ils pensent que les États-Unis, c'est toujours le plus grand marché du monde. C'est pour ça qu'ils menacent toujours les autres partenaires commerciaux en interdisant l'accès de leurs produits au marché américain. Parce que, avec cela, ils avaient gagné à la guerre commerciale contre le Japon dans les années 1980. Ils ont gagné la guerre commerciale contre l'Allemagne et l'Union européenne. Aujourd'hui, on se demande est-ce que la Chine sera la... Oui, ils pensent que la Chine victime, serait aussi un objectif à abattre parce que les États-Unis, c'est toujours le plus grand marché. Avec ça, tout le monde doit s'incliner devant la volonté du marché américain. Mais seulement, il a oublié qu'aujourd'hui, le plus grand marché, c'est la Chine, ce n'est pas les États-Unis. La Chine a dépassé les États-Unis comme le premier marché du monde. Alors, ça ne sert à rien de menacer un marché plus grand que vous. Donc, dans ce cas-là, je pense que les États-Unis n'ont aucune chance de gagner cette guerre commerciale parce que menacer le plus grand marché du monde, ça n'a pas de sens. Mais quel sera finalement le bénéficiaire de tout cela? Parce que vous avez dit que... Il n'y a pas de bénéficiaire dans une guerre commerciale, tout le monde est perdant. Seulement, il faut voir qui va perdre plus. Au train où vont les choses. Si le gouvernement Trump continue à faire pousser les enveloppes, continue à demander plus, je pense que les entreprises américaines ont déjà beaucoup souffert à cause de la taxe sur l'importation chinoise. Parce que les entreprises américaines ont besoin de cette exportation pour leur production, pour leur vente, pour des tas de choses. Ils commencent à taxer les entreprises américaines. Les entreprises américaines doivent payer le droit de douane est payé par des entreprises importatrices, donc par des entreprises américaines. Donc ça alourdit leur coût de production, leur coût de vente, etc. Mais pour le moment,
parce que 10%, quelquefois les entreprises américaines sont obligées d'absorber ce surcoût de leur production, etc. Jusqu'à maintenant, c'est encore tolérable. 25%, c'est déjà beaucoup. Si le président Trump dit comme il envisage d'imposer le 25% sur tous les produits chinois à l'exportation vers le marché américain, eh bien, ça présente un grand risque d'entraîner l'inflation dans l'économie américaine, parce que le prix va augmenter. C'est ça, parce que l'exportation chinoise contribue beaucoup à faire baisser le prix sur le marché américain. Si ils taxent toute l'exportation chinoise vers le marché américain, ça va entraîner tout de suite une hausse de l'inflation. Avec la hausse de l'inflation, non seulement la population, surtout les couches sociales modérées, etc., qui n'ont pas beaucoup de revenus, se plaindront énormément de cela, mais aussi cela risque de provoquer une réaction violente de la Banque centrale, de la Réserve fédérale. La Réserve fédérale fait beaucoup attention au taux d'inflation. Lorsque le taux d'inflation dépasse 2%, la Réserve fédérale sera forcée de relever le taux d'intérêt, et rapidement. On sait très bien que sur la bourse de New York, il y a une grande bulle financière. Et cette bulle financière dépend beaucoup du taux d'intérêt, donc de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Donc si la Réserve fédérale change d'idée, elle relève le taux d'intérêt, et il serait fort probable que la bulle sur la bourse de New York éclate. Et à ce moment-là, l'économie américaine serait condamnée à entrer dans une récession profonde. C'est ça, oui, mais en fait, l'enjeu de la guerre commerciale. Comme vous avez analysé, déjà, si l'économie américaine entre dans une récession profonde, ça va avoir aussi des impacts sur l'économie mondiale, parce que la FMI déjà a montré son inquiétude. Donc, comment analysez-vous l'ensemble de l'influence de cette guerre sur l'économie chinoise? Par exemple, beaucoup de monde se demande dans quelle mesure l'économie chinoise En va fait, être affectée. ces gens qui veulent faire cette guerre absolument avec la Chine ont oublié vite qu'aujourd'hui, l'économie est globalisée. L'économie est mondialisée. Cette guerre commerciale frappe non seulement des entreprises chinoises, mais aussi des entreprises asiatiques, japonaises, coréennes, etc., etc. Parce que un produit fini n'est pas fait seulement par des pièces de Chine. La Chine est un grand partenaire commercial avec les pays asiatiques. On importe beaucoup de pièces du Japon, de la Corée du Sud, etc., etc. La Chine exporte aussi beaucoup de choses à ces pays. Et la Chine importe aussi beaucoup de pièces détachées de l'Europe, de l'Allemagne, de France, etc., pour rassembler des produits finis et exporter vers le marché américain. Donc, si la Chine n'arrive plus à vendre ses produits au marché américain, la Chine va réduire ses commandes auprès de ses fournisseurs, asiatiques, européens, etc. Donc, cela aurait des impacts globaux sur tous les agents économiques de tous les continents. Alors, je vous remercie, M. Ding Yufan, d'avoir donné des éclaircissements à nos téléspectateurs. Je vous remercie. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.